Vital Kamerhe attendu au tribunal le 11 mai prochain. Le directeur de cabinet du président congolais Félix Tshisekedi est poursuivi pour détournement présumé de fonds publics. Il est en détention depuis le 8 avril. Au Burundi, la campagne électorale pour le scrutin du 20 mai prochain est en cours. Agathon Rwasa, candidat du Conseil national pour la liberté, donne le coup d'envoi de la Siena Ngozine, localité située dans le nord du pays. Et puis le Mozambique en guerre contre les groupes islamistes. Plus d'une centaine de membres d'une organisation ont été tués au cours de plusieurs opérations militaires. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur qui a fait face à la presse. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe est convoqué devant un tribunal de Kinshasa le 11 mai prochain. Le directeur de cabinet et allié politique de Félix Tshisekedi est poursuivi pour détournement présumé de fonds de 60 millions de dollars. Voici les détails dans ce reportage. Figure centrale de la vie politique, Vital Kamerhe est en détention préventive depuis le 8 avril. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est convoqué avec un entrepreneur libanais installé en RDC depuis des décennies selon la convocation en date du 25 avril qui circule sur les réseaux sociaux. Ils sont accusés d'avoir détourné 48,8 millions de dollars entre 2019 et janvier 2020. Cette somme devrait financer la construction de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi après son investiture en janvier 2019. Kamerhe, âgé de 61 ans, et l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, âgé de 78 ans, sont également poursuivis pour le détournement de 2,13 millions de dollars entre août et septembre 2019 dans le cadre d'un autre programme de construction publique au bénéfice de policiers et militaires à Kinshasa. L'allié politique du chef de l'État est également poursuivi pour détournement de fonds publics avec un fonctionnaire congolais de 50 ans chargé du service import-export à la présidence de la République. Il nie toutes ces accusations. Sa demande de remise en liberté provisoire a été rejetée le 11 avril dernier. Incarcéré depuis le 8 avril, il n'a pas démissionné de son poste de directeur de cabinet. Ses avocats affirment que sa santé s'est détériorée en prison. Et l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a été condamné ce mardi à 20 ans de prison par un tribunal correctionnel d'Abidjan. Il est accusé d'avoir acheté en 2007 sa résidence d'Abidjan avec des fonds publics. Au terme d'une audience boycottée par ses avocats, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a été condamné ce mardi à 20 ans de prison ferme et a payé une amende de 4,5 milliards de francs CFA. Il était jugé pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Guillaume Soro est accusé d'avoir acheté en 2007 sa résidence d'Abidjan avec des fonds publics. Mais son entourage explique que ce dernier a reçu cet argent dans le cadre d'une opération de dédommagement engagée sous la présidence de Laurent Gbagbo. En effet, après les accords de paix de Ouagadougou en 2007, plusieurs personnalités ivoiriennes et étrangères dont les biens avaient été dégradés par des patriotes ont ainsi été dédommagés. Un nouveau mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'ancien chef rebelle qui, sauf appel fructueux, se voit ainsi interdit de se présenter à la présidentielle d'octobre. Mais Guillaume Soro a réagi à sa condamnation sur son compte Twitter en réaffirmant sa candidature à la présidentielle ivoirienne prévue en octobre prochain. Je demeure candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et je le gagnerai par la grâce de Dieu. Seul le peuple souverain décidera, a-t-il déclaré. Et cette décision de la Cour qui condamne à 20 années de prison Guillaume Soro, qui vit actuellement en France, crée des romans en Côte d'Ivoire. Un avocat de l'État ivoirien a réagi à cette sentence. Voici ses explications. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision est l'amorce d'une nouvelle ère en Côte d'Ivoire. Il faut traquer les corrompus partout où ils se trouvent. Disons que notre État puisse se conformer à ses engagements, à savoir la lutte contre la corruption, cher à notre client, l'État de Côte d'Ivoire. Le procès est loin d'être politique. Vous avez constaté à l'audience, avec les différents témoignages, les pièces du dossier, que des fonds ont été effectivement détournés au préjudice de l'État de Côte d'Ivoire. Sauf mauvaise foi, on ne peut pas voir en ce procès une quelconque volonté politique.
et les États de Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits que notre demande de réparation a été satisfaite par le tribunal, à savoir la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 2 milliards de francs à titre de dommages et intérêts au profit de l'État de Côte d'Ivoire. La campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai prochain au Burundi a débuté cet lundi. Le parti d'Agathon Rwasa a lancé donc la sienne à Ngozi, localité située dans le nord du pays. Alors que d'autres pays ont reporté leur élection en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, les campagnes électorales ont débuté au Burundi. Face au parti au pouvoir, Agathon Rwasa, leader historique de l'ex-rébellion Hutu des FNL et candidat du Conseil national pour la liberté, a rassemblé une foule impressionnante à Ngozi, au nord, dans le fief du président Nkurunziza. Les autorités burundaises, pour lesquelles le pays est protégé par la grâce divine, n'ont prévu pratiquement aucune mesure de protection spécifique pour les rassemblements électoraux. Le Burundi a recensé officiellement 15 cas de nouveau coronavirus, dont un décès. En bref, et en image à présent, un incendie a ravagé ce mardi l'un des principaux camps informels de déplacés de Bamako. Nous sommes au Mali, où plus de 1000 personnes ayant fui les violences dans le centre du pays ont trouvé refuge. Les dégâts matériels sont en revanche très importants. Le camp dit de Faladier, composé de huttes et de fortunes installées sur une décharge du sud de la capitale malienne, a donc été réduit en cendres. Au Mozambique, à présent, le pays s'oppose à la montée de l'islamisme. Plus d'une centaine de membres des groupes islamistes ont été tués au cours d'une opération dans le mois d'avril. C'est ce qu'a indiqué donc le ministre de l'Intérieur qui a fait face à la presse. Au moins 128 combattants islamistes ont été tués lors de 3 opérations menées du 7 au 12 avril, a précisé le ministre de l'Intérieur lors d'un point de presse diffusé par la radio-télévision nationale. Désignés par les populations locales sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en langue arabe, ces djihadistes opèrent dans la province à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche en importants gisements gaziers sous-marins. Depuis octobre 2017, ils y multiplient les opérations meurtrières contre les populations civiles et les forces de sécurité. Ces violences ont fait au moins 900 morts selon un récent décompte et causé le déplacement de plus de 150 000 personnes selon les autorités. Depuis quelques mois, des attaques sont revendiquées par une branche régionale du groupe État islamique. La situation dans la province du Cabo Delgado est actuellement sous contrôle, a assuré le ministre. Nos forces de défense et de sécurité se préparent à d'autres opérations, a-t-il ajouté. Les lourdes pertes infligées aux terroristes grâce à la riposte rapide des forces de défense et de sécurité doivent leur servir de leçon pour ce massacre, a estimé le ministre de l'Intérieur. En santé à présent en Côte d'Ivoire, les responsables des religions endogènes se mettent dans la danse pour l'éradication de la pandémie du coronavirus. À Krinjabo, village situé dans l'est du pays, Sa Majesté Amondoufou V compte aussi sur les pratiques coutumières pour venir à bout du virus. La Côte d'Ivoire a dépassé les 1000 cas avec 14 décès dus au Covid-19 en fin de semaine dernière. Ce gardien des traditions veut pleinement jouer sa partition dans le combat contre le coronavirus. Il tient à protéger son royaume de 3 millions d'habitants, essentiellement en Côte d'Ivoire, mais également au Ghana voisin. Même s'il respecte les mesures barrières, Sa Majesté Amondoufou V compte surtout sur les pratiques coutumières pour lutter contre la maladie qui dévaste le monde. Comment la coutume, il va implorer, il va faire une libation dans ce sens pour que Dieu fasse en sorte que cette maladie finisse définitivement. Parce que la science ne peut pas tout régler. Pas possible. C'est un exemple. Le virus, ce petit virus qu'on ne voit pas, qui fait taire tout le monde. Ceux qu'on qualifie de puissance, de puissant, de moyenne puissance, ainsi de suite, tout le monde est au même niveau. Tout le monde se cache. Aujourd'hui, tout le monde se cache. Donc, nous sommes faibles. Dieu, c'est un message que Dieu nous donne. Donc, il faudrait que nous ayons un examen de conscience. À partir de cet examen de conscience, nous pouvons, alors, adresser la parole au Tout-Puissant parce qu'il y a Dieu et le Roi.
C'est pour cela que le roi fait la libation. Il prie à Dieu, il priait aux man, ceux qui voient l'invisible, de pouvoir alors nous secourir, nous sauver la vie, sinon ce serait la disparition du monde entier. La Côte d'Ivoire compte des centaines de rois et chefs traditionnels héritiers d'une organisation sociale datant d'avant l'ère coloniale. Ce maillage traditionnel de tout le territoire fonctionne parallèlement aux structures politiques du pays. Ces rois et leurs cours bénéficient d'une grande aura et sont respectés pour leur sagesse ancestrale. Et l'évolution du Covid-19 inquiète la communauté internationale. La propagation de la maladie risque de dévaster les pays de l'Afrique de l'Est. L'insécurité alimentaire y pourrait plus que doubler en seulement 3 mois selon l'Organisation des Nations Unies. Le Programme alimentaire mondial estime qu'environ 20 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire actuellement dans 9 pays de l'Afrique de l'Est. Il s'agit du Burundi, de Djibouti, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Kenya, du Rwanda, de la Somalie, du Soudan du Sud et de l'Ouganda. Ces pays ont jusqu'à présent enregistré peu de cas confirmés de Covid-19 par rapport à la plupart des autres régions dans le monde. Toutefois, en raison de la fragilité de leur économie et de leurs infrastructures sanitaires insuffisantes, ces 9 pays sont considérés comme très vulnérables face à la pandémie. Selon les projections actuelles du Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans la région devrait passer à 34 ou jusqu'à 49 millions au cours des 3 prochains mois en raison de l'impact socio-économique du Covid-19. Dans le pire des cas, l'insécurité alimentaire aura plus que doublé et près de la moitié de ces 43 millions de personnes risquent de se retrouver en situation d'insécurité alimentaire aiguë. D'après la porte-parole du PAM, il ne s'agit pas seulement d'un problème lié à l'offre de nourriture comme la sécheresse ou les criquets ou d'un problème de demande comme une récession. Il s'agit des deux à la fois et à l'échelle mondiale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision. C'est KTV.